l'efficacité de la justice au Mali. En sport football, le préparatif de la CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali affrontent la Jordanie en match amical. Et puis la Confédération africaine de football a publié la liste des arbitres conviés au stage de préparation qui se déroulera au Caire en Égypte. Abdul Karim Kabas sera en direct avec nous dans quelques minutes. Actualité de nos frontières, quel avenir pour le Sahara occidental? La question sera au cœur d'un vote crucial ce jeudi aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, la mission onusienne chargée depuis 1991 d'organiser un référendum d'autodétermination dans ce territoire disputé. Et puis les Tanzaniens ont voté hier pour élire leur nouveau chef d'État. Malgré le déploiement sécuritaire mis en place pour décourager les potentiels manifestants, de heurts ont éclaté un peu partout dans Dar es Salaam, la capitale économique, et dans d'autres villes du pays. Et puis en Corée du Sud, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump se sont rencontrés ce jeudi en marge du sommet de l'APEC. Une discussion de 2 heures dans un contexte de guerre économique entre les 2 premières puissances mondiales. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le ministère des Mines a pris 2 arrêtés importants. Le premier porte sur l'annulation des permis de recherche, le second sur l'annulation des autorisations d'exploitation et de carrière industrielle. Le gouvernement, avant cette mesure, a demandé aux différentes sociétés concernées de se mettre en règle par rapport au nouveau code minier et de la loi sur le contenu local visant à accroître les recettes de l'État et à garantir aux Maliens les bénéfices de l'exploitation des ressources minières. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, sur le bien fondé de ces mesures. C'était hier soir dans le journal de 20h. Il a été interrogé par Nyanya Aliou Traoré. Tout ceci intervient dans un contexte de renouveau du secteur minier malien, impulsé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a donc instruit justement donc de travailler pour un secteur minier qui puisse être le socle du développement de notre pays. Nous avons des ressources minérales à satisfaire, cela a été toujours dit. Le Mali est un grand pays minier. Nous avons tous déploré le fait que ces ressources minérales n'ont pas beaucoup profité à l'État du Mali, aux populations. Et donc, dans un premier temps, le président de la transition a instruit un audit qui a été réalisé, déceler tous les manquements entre les relations contractuelles entre l'État et les sociétés minières, mais aussi les faiblesses d'un dispositif institutionnel, notamment donc au niveau donc de la DNGM, ce service qui est donc dédié à la gestion du secteur minier pour le ministère des Mines, mais surtout aussi le cadastre. Et donc c'est à la suite donc de tout ça que des réformes ont été initiées et qui ont conduit donc à l'adoption d'un nouveau code minier, de la loi relative au contenu local. Maintenant, pour arriver à cet objectif, donc nous avons décidé que si nous voulons assainir le cadastre, il nous faut un véritable contrôle, il nous faut un véritable suivi sur donc tout ce qui s'est fait donc à ce niveau. Et donc nous avons voulu savoir combien de titres nous avons en circulation. Et nous avons demandé à tous les détenteurs de titres miniers de nous apporter justement la preuve, et notamment à travers l'identification de ces titres, mais aussi l'identification des bénéficiaires effectifs. Nous avons reçu plus de 600 titres miniers au niveau de la DNGM. Mais il y a eu un tri parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait aussi des faux titres. Il y avait des gens qui avaient juste scanné des titres. Quelle est la suite? Vous allez procéder à une réattribution de ces permis ou bien ces sites resteront fermés? Pour le moment, ça va continuer. Aujourd'hui, nous avons annulé 100 permis de recherche et 21 autorisations d'exploitation de carrière industrielle. Que tous ces titres appartiennent désormais à l'État. Maintenant, bien sûr, l'État pourrait procéder à des nouvelles attributions, mais ça c'est des nouvelles sociétés. À des nouvelles sociétés. Ça c'est lorsque on aura fini, donc on aura terminé, comme on a l'assainissement du cadastre, on aura mis en place le nouveau cadastre. C'est ce travail qui est aujourd'hui en cours. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle également sur le terrain pour empêcher une exploitation illégale? Il y a des titres qui sont en circulation par donc des personnes ou en tout cas des sociétés qui n'ont aucune capacité technique et financière pour faire de l'exploitation minière. Et donc il y a un marché noir de vente des titres miniers qui s'est créé. Et ce sont ces titres d'ailleurs qui sont à l'origine de beaucoup d'exploitations illégales. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont que des permis de recherche qui s'adonnent à de l'exploitation de nos ressources minérales. Nous essayons de donner les moyens à la DNGM pour multiplier les sorties
Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties de la DNGM pour aller sur le terrain contrôler. Il y a aussi la brigade des mines qui est en gestation, qui va aussi pouvoir faire le contrôle. Mais on a parlé aussi, donc, avec le nouveau cadastre, il y a aussi ce qu'on appelle la télédétection. Ça, c'est pour que nous puissions, même à distance, voir quelle est la situation de l'ensemble des périmètres détenus en vertu de titres miniers. Ces annulations, en fait, c'est une première étape. Il y en a d'autres qui vont suivre. Vous écoutiez à l'instant le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, qui s'exprimait sur l'annulation d'une centaine de permis d'exploitation non conformes au nouveau code minier. L'association Temdet Placenta en Tamashek, en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a tenu une rencontre d'urgence. C'était sur la nécessité d'institutionnaliser une journée de solidarité aux victimes de l'esclavage et de l'adoption d'une loi contre l'esclavage et les pratiques assimilées au Mali. Une journée d'échange, de réflexion avec tous les acteurs concernés. L'initiative est soutenue par Avocats sans frontières Canada. Les explications de Awa Adama Coulibaly. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir, selon la Constitution dans son premier article. Pourtant, en ce 21e siècle, certains en sont encore privés au Mali, au nom d'une quelconque appartenance à une famille, sinon à un maître. Malgré les textes nationaux et internationaux ratifiés, l'esclavage par ascendance fait toujours des victimes dans certaines localités. Au-delà de la répression, il faut explorer d'autres stratégies de lutte. Abdul Karim Diarra, directeur national des droits de l'homme. Notamment la prévention, la protection, les aspects sociologiques et l'accompagnement des victimes pour une réintégration gage d'une paix sociale. Ibrahim Ag Idbaltanat, président du TEMET. On espère faire avancer le plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique contre l'esclavage au Mali et aussi adopter une journée nationale de lutte contre l'esclavage avec solidarité aux victimes. Ces mesures vont accélérer le processus d'éradication du phénomène. Leur application permettra de protéger les victimes. Richard Gorman, directeur pays de Avocats sans frontières Canada. Agissons ensemble, main dans la main, pour qu'au Mali, plus jamais un être humain ne soit défini par son ascendance, plus jamais jugé, rejeté ou humilié pour ce qu'il est, plus jamais privé de sa dignité, de ses droits, de son avenir. À la suite des communications et travaux de groupe, un mécanisme de suivi post-rencontre sera mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre des actions convenues. AES, actualité. Au Burkina Faso, plus de 700 afro-descendants et membres de la diaspora africaine en visite au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou pour un recueillement. Une visite hautement symbolique marquée par des hommages émouvants, des échanges inspirants et un geste de solidarité en faveur du site. Les afro-descendants séjournent depuis le 25 octobre au pays des hommes intègres. La correspondance de Rifine Dipama de la radio du Burkina. On vous souhaite la bienvenue au mémorial Thomas Sankara et au Burkina Faso. Des afro-descendants venus d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes au mémorial Thomas Sankara. Ils sont venus rendre hommage au père de la Révolution. Une visite guidée des lieux leur a permis de se plonger dans les idéaux du capitaine Thomas Sankara. Priscilla Virginia dit être touchée par l'histoire de ce grand homme. C'est ma première fois de venir au Burkina Faso. J'ai été impressionnée par l'histoire de Thomas Sankara. Et je pense que Sankara était une personnalité qui justement aimait son pays. Et vu le mausolée qui est en train d'être construit, je pense que c'est quelque chose qui va contribuer à toujours garder l'héritage de Sankara. Je salue également tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso comme révolution, comme transformation. Le statut du père de la Révolution, le poing gauche levé en position de victoire, les bustes de ses 12 compagnons d'infortune postés à l'entrée du mémorial ont fasciné plus d'un.
Robert Jackson. Et c'est un plaisir pour lui de venir ici visiter le mausolée de Thomas Sankara qui est renommé au niveau international. Et Thomas Sankara est un révolutionnaire remarquable et qui, dans sa dynamique aussi, a entraîné pas mal de leaders. Et c'est dans cette dynamique-là aussi que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de changer les choses et donc ils sont donc fiers. La visite guidée a aussi permis aux hôtes du jour de s'imprégner du projet du mémorial Thomas Sankara dans son ensemble. Autour de cette visite, les Afro-descendants venus d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes vont mener d'autres activités pour démontrer leur panafricanisme et dévouement à la cause des Africains. Toujours dans l'espace AES, dans le cadre de la coopération nigério-nigériane, une forte délégation de l'État de Jigawa est arrivée hier dans la région des Zinder. La délégation conduite par Dr Salisu Abdoulaye, représentant le gouverneur de Jigawa, empêché, s'est entretenu avec le gouverneur de la région des Zinder avant de participer à la rencontre bilatérale sur l'organisation et la gestion de la transhumance transfrontalière. On en sait plus avec Kassou Moutari de la radio du Niger. Cette importante rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accord bilatéral Zinder-Jigawa en vue de renforcer les dimensions institutionnelles, politiques et la consolidation des relations économiques, sociales et culturelles entre la région de Zinder au Niger et l'État de Jigawa au Nigeria. En effet, après un long processus de concertation multi-acteurs avec les membres du comité régional de transhumance CRT et ceux de Jigawa dirigés et entretenus par Open Marobé, ce processus a conduit à la signature le 13 août 2022 à Zinder de l'accord Zinder-Jigawa entre les deux gouverneurs, facilitant ainsi la mobilité pastorale entre ces deux régions. Pour le gouverneur de la région de Zinder, le colonel Masallachi Mahamansani, cet accord est un outil de diplomatie active à la prise de décisions dans l'organisation et la gestion de la transhumance sur le corridor Zinder-Jigawa, car l'accord a pris en compte la transhumance dans toutes ses dimensions environnementales, juridiques, sociopolitiques et culturelles et a proposé des solutions appropriées aux multiples problèmes que rencontre la transhumance. Prenant la parole à son tour, Dr Salisu Abdoulaye, représentant le gouverneur de l'État de Jigawa, s'est réjoui de l'accueil réservé à la délégation qu'il dirige avant de saluer la coopération exemplaire et les liens de solidarité et de fraternité qui ont toujours existé entre nos deux pays et nos deux régions. Auparavant, le président national d'Europen Marobé, Ahmed Halidou, est intervenu pour souligner que la transhumance constitue un puissant facteur social, culturel, économique et politique de rapprochement des peuples et de solidarité entre les communautés. Actualité internationale à présent. L'ancien président béninois Boni Yayi a brisé le silence le soir du 28 octobre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son parti Les Démocrates. C'est sa première vidéo publique depuis le rejet la veille de la candidature de Maître Renaud Agbonjo à la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle. Boni Yayi accuse son successeur de mener une politique d'exclusion systématique de l'opposition. L'ancien chef de l'État va plus loin en évoquant l'existence d'un plan de déstabilisation visant son parti. Il accuse la majorité au pouvoir de tenter de débaucher des députés et des hauts responsables des démocrates. Présidentielle en Tanzanie. Les Tanzaniens ont voté hier, mercredi, pour élire leur nouveau chef de l'État. Malgré le déploiement sécuritaire mis en place pour décourager les potentiels manifestants, de heurts ont éclaté un peu partout dans Dar es Salaam, la capitale économique, et dans d'autres villes du pays. Dans le milieu de la matinée, des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants opposés au régime ont éclaté, bien sûr, alors que 37 millions de personnes a été appelé à voter pour des élections générales. Pas de réforme, pas d'élection, criaient les manifestants, en écho au slogan du principal parti d'opposition Chadema, grand absent du scrutin dont le chef Tundu Lissu est incarcéré pour haute trahison. Sahara occidental, je vous l'annonçais dans les titres, quel avenir pour le Sahara occidental? La question sera au cœur d'un vote crucial ce jeudi aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, la mission onusienne chargée depuis 1991 d'organiser un référendum d'autodétermination dans ce territoire disputé. Mais cette année, le texte présenté par les États-Unis a été profondément remanié. Il prévoit de faire du plan d'autonomie marocain de 2007 le point de départ d'une relance des négociations, une évolution diplomatique majeure soutenue notamment par Washington et Paris et qui constituerait une victoire politique importante pour Rabat face au Front Polisario. Les tractations diplomatiques étaient encore intenses hier à la veille du vote sur le Sahara occidental et pour cause, le texte de
résolution proposée par les Américains propose bien sûr de prendre le plan d'autonomie marocain de 2007 comme base de référence pour relancer les négociations. Une position très favorable à Rabat puisque cela reviendra à entériner de fait la souveraineté marocaine sur le territoire disputé en rupture avec position historique de l'ONU dans ce dossier. Parlons à présent de la guerre commerciale. Donald Trump et Xi Jinping, deux présidents qui se sont rencontrés en Corée du Sud en marge de l'APEC ce jeudi. En Corée du Sud, bien sûr, une rencontre censée apaiser la guerre brutale commerciale qui les oppose et qui ébranle toute l'économie mondiale. Le président américain, qui venait juste d'annoncer une relance immédiate des essais d'armes nucléaires, a qualifié son homologue de redoutable négociateur, tout en disant s'attendre à une rencontre très réussie au moment de débuter ses entretiens avec son homologue chinois en Corée du Sud. Xi Jinping a lui dit que c'était un plaisir de revoir Donald Trump alors que les deux hommes posaient pour les photographes dans un austère bâtiment de l'aéroport de Busan. Selon le président chinois, la Chine et les États-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grande puissance et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets pour le bien des deux pays et du monde entier. Et il faut signaler qu'un nombre record américain s'installe en Irlande par crainte de l'administration Trump. Selon le Bureau central des statistiques, le nombre de personnes quittant les États-Unis pour s'installer en Irlande a augmenté de 96% en avril 2024 et avril 2025. En cause, l'inquiétude grandissante face à l'administration Trump. L'Irlande est le nouvel Eldorado des Américains hostiles à la politique de Donald Trump, de retour au pouvoir depuis des années, en début d'année aux États-Unis. Et terminons par l'actualité à Gaza. Après plusieurs jours d'accalmie, les habitants de Gaza ont à nouveau passé une nuit sous le feu de bombardement. Les frappes israéliennes ont essentiellement touché hier le nord de l'enclave de la ville et Washington se voulant optimiste sur la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas malgré une nuit de frappes qui ont fait plus de 100 morts à Gaza. Et en ce moment, à Gaza, le pessimisme domine après les dernières frappes israéliennes. Du sport à présent, pendant qu'il est 7h passées les 18 minutes, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois dans ce studio. Abdelkarim Kaba, bonjour. Bonjour, Moussa Papaïdala. Parlons football, préparatif de la CAN Maroc 2025, bien sûr. Les Aigles du Mali affrontent la Jordanie en un match amical. Ce sera le 18 novembre prochain au stade olympique Amadi Agrebi de Radez en Tunisie. L'objectif est de se préparer avant la phase finale de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre amicale marque aussi le top départ de la campagne des Aigles en vue des préparatifs de la CAN Maroc 2025. Lors de la campagne de qualification pour la CAN, les Aigles ont marqué 2 buts contre un seul concédé en 4 victoires et 2 nuls. Selon une interview du sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfit, sur le site de la CAF, il croit fermement au potentiel des Aigles pour briller à la CAN Maroc 2025 malgré un groupe relevé avec le Maroc, pays hôte, la Zambie et les Comores. CAN Maroc 2025, toujours la Confédération africaine de football a publié la liste des arbitres conviés au stage de préparation qui se déroulera au Caire en Égypte. C'est une liste de 80 arbitres sélectionnés, 33 centraux, 36 assistants et 11 arbitres de VAR figurent donc sur cette liste. 2 Maliens, il s'agit de Boubou Traoré Dipeni, arbitre central, et Modibo Samake, arbitre assistant. Le stage de préparation se déroulera au Caire en Égypte du 8 au 13 novembre prochain. Ce stage intensif de 6 jours permettra à nos représentants ainsi que leurs homologues africains de parfaire leurs compétences, d'affiner leurs conditions physiques et de maîtriser les règles du jeu. La CAF et la Fédération marocaine de football ont officiellement confirmé les dates et les horaires du mini-tournoi des barrages Coupe du Monde 2026. Les matchs de barrage africains pour la Coupe du Monde 2026 auront lieu, donc ça débute jeudi 13 novembre prochain dans des enceintes de la capitale marocaine. Il s'agit bien du stade El Barid et le complexe sportif Prince Moulay El Hassan. Le programme confirmé est le suivant: Nigeria-Gabon ouvrira le bal à partir de 17h, et local, soit 16h GMT. Cameroun-République démocratique du Congo suivra à 19h. Les deux vainqueurs se retrouveront ensuite en finale dimanche 16 novembre prochain à partir de 19h GMT sur la pelouse du stade Prince Moulay El Hassan. Le vainqueur de ce mini-tournoi de Rabat rejoindra le tournoi international de barrage prévu en mars 2026
où il représentera l'Afrique pour tenter de décrocher la 10e et dernière place qualificative pour la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour rappel, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont déjà qualifiés. Alors Kaba, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui par rapport à la leçon du sport du jour? Alors, ce qu'on peut retenir sur la leçon du jour de ce jeudi porte donc sur les règlements de lutte et précisément les réserves et réclamations au cours d'une compétition. Comment se fait une réclamation ou réserve? Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport de ce jeudi. Dans la lutte traditionnelle, tout comme dans d'autres disciplines sportives, il y a possibilité de réserve et de réclamation. Selon les règlements de lutte au Mali, les réserves et réclamations respectent des principes. Demba Danyogo, président des arbitres de lutte au Mali. Les réserves se font avant la rencontre pour la qualification des lutteurs. Et les réclamations portent sur la violation des règles au cours des compétitions et des combats. Comment se fait une réserve ou réclamation? Demba Danyogo précise. Les réserves et les réclamations sont dictées par le plaignant, consignées par l'arbitre sur la feuille de match, en présence du capitaine ou de l'entraîneur de l'équipe adverse. Elles doivent être accompagnées d'une somme de 25 000 francs CFA. Le jury peut faire recours à la vidéo en cas de besoin. Les résultats d'un combat de lutte peuvent changer suivant le résultat d'une réserve ou réclamation, nous précise le président des arbitres du Mali. En cas de réserve ou de réclamation, si par exemple la partie plaignante a gain de cause, ça veut dire que le résultat doit venir en sa faveur en cas de violation des règles, par exemple. Donc quand il y a eu un coup de poing et que les arbitres n'ont pas vu, les arbitres n'ont pas pu détecter, dès qu'on fait, effectivement, si la partie plaignante a gain de cause, on donne des avertissements. Si ça nécessite des avertissements, si c'est sur la victoire même, le plaignant peut gagner le combat. Pour éviter de perdre un combat en lutte, il est important pour les responsables de connaître les règles de compétition. Ah oui, je pense que c'est très important. Merci Isaac Tchenou par rapport à cette leçon du jour. Réclamation dans une compétition de lutte. Kaba. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien, Moussa Papa Aïdara. Le plaisir est partagé. Bonne journée. Mais je vous invite à rester avec nous pour suivre le cours de ce journal juste après ce jingle. Chronique judiciaire. Le président de la transition a promulgué le 13 décembre 2024 le nouveau code pénal ainsi que le code de procédure pénale, marquant ainsi une étape décisive dans la refonte du système judiciaire. Sur le plan juridique, ces deux textes incarnent une avancée majeure, jetant les bases d'une justice plus équitable, plus efficiente et résolument tournée vers le respect des normes internationales. Parmi les réformes phares, la suppression des cours d'assises désormais remplacées par la chambre criminelle du tribunal de grande instance. Cette transformation, encadrée par les articles 477 à 565, fait l'objet d'une analyse approfondie dans notre chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Une institution séculaire s'efface du paysage judiciaire. Il s'agit de la cour d'assises. Cette juridiction chargée de juger les crimes les plus graves disparaît définitivement dans le code de procédure pénale en vigueur. En son lieu et place, la chambre criminelle intégrée au sein du tribunal de grande instance. La suppression de la cour d'assises n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long processus de réflexion sur l'efficacité, l'accessibilité et la modernisation de la justice pénale. Magal Traoré, magistrat. Pour organiser une session d'assises, ça demande des coûts financiers extrêmement élevés. En termes des membres même qui composent ce qu'on appelle le jury, qui doivent compléter la cour en même temps que les magistrats professionnels, qui ne sont pas toujours domiciliés ici à Bamako. Donc il faut faire venir toutes ces personnes-là pendant plusieurs mois, parce que les sessions d'assises durent des mois, et assurer leur entretien, leur hébergement, leur transport. Et la même chose vaut pour les témoins aussi qui peuvent être appelés à comparaître devant cette cour pour témoigner. Je ne parle pas du cérémonial qui est lié à tous les piquets de sécurité et tout. Dans l'année, il est difficile de tenir plus de 3 sessions d'assises. Une session d'assises, c'est à peu près entre 50 et 60, maximum 80 dossiers que les cours d'assises examinent en parlant de 500 dossiers en attente de jugement. Si vous faites un petit exercice, vous vous rendez compte que en organisant ne serait-ce que le maximum de sessions dans l'année, vous jugerez au maximum 200 dossiers sur les 500. Donc il y a 300 dossiers qui vont rester, 300 détenus qui vont attendre d'être jugés. Est-ce qu'on pouvait continuer avec ce même dispositif en laissant croupir des accusés en prison pendant des années?
Trop lourde, trop coûteuse, trop lente, la cour d'assises, avec ses procédures parfois archaïques, peinait à répondre aux questions d'une justice rapide, équitable et compréhensible pour tous. En revanche, la nouvelle chambre criminelle, tout en conservant la gravité nécessaire au jugement des crimes, s'inscrit dans une logique de rationalisation et d'efficacité. Avec les chambres criminelles qui vont désormais fonctionner, une fois que l'affaire est réglée, bouclée, on n'a plus besoin d'attendre des années. C'est-à-dire qu'on peut tenir des audiences criminelles une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Ça dépendra du rôle, du volume de travail qui existe au niveau du tribunal concerné. Loin d'être une régression, cette réforme renforce certains principes essentiels du procès pénal. Ainsi, le principe de la plénitude des juridictions est maintenu. Mieux encore, l'obligation de motivation des décisions devient une règle intangible. Là où les arrêts d'assises étaient parfois rendus sans justification écrite, en vertu du secret des délibérations, chaque jugement de la chambre criminelle devra désormais être justifié. Autre avancée majeure, le droit d'appel est consacré. Désormais, toute partie au procès, qu'il s'agisse de l'accusé, de la victime ou du ministère public, pourra attaquer la décision rendue devant une juridiction supérieure. Un accusé, s'il estime qu'il a été condamné à tort, il peut relever appel et cette même affaire sera examinée de nouveau devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Donc ces droits sont mieux garantis. La réforme prévoit également la tenue d'audiences criminelles de manière permanente, conformément à l'article 480 du nouveau code de procédure pénale, une disposition qui devrait avoir un impact immédiat sur la fluidité du traitement des dossiers et par ricochet sur le désengorgement progressif des établissements pénitentiaires. Dans le nouveau code, il est prévu qu'à toutes les phases de la procédure, c'est-à-dire depuis le début, depuis la phase d'enquête, les unités d'enquête au niveau des commissaires de police, des brigades de gendarmerie ont l'obligation d'informer déjà les victimes par rapport aux faits commis et sur leurs droits. Et cette information qui concerne les victimes concerne également les personnes poursuivies. Donc c'est une information à tous les niveaux de la chaîne pénale. La protection des droits de la défense reste au cœur du dispositif. Les garanties procédurales sont réaffirmées, les droits des accusés consolidés. À chaque étape, la réforme s'attache à concilier l'exigence d'efficacité judiciaire avec le respect des libertés fondamentales. On peut avoir les meilleurs textes du monde. Si l'application ne suit pas, on aura des textes qui vont rester purement dans le domaine de la théorie. La cour d'assises est morte. Vive la chambre criminelle, plus rapide, plus accessible, mieux encadrée juridiquement. Il appartient à chacun, magistrat, avocat, greffier et citoyen, de faire vivre cette nouvelle juridiction avec rigueur et humanisme. Moussa Papaïdara a pris grand plaisir à vous présenter ce journal, mis en onde bien assuré par Mamadou Diallo, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Coulibaly, réalisation, coordination Smandao. Vous l'aurez compris, ce journal est terminé. À suivre dans les programmes, les avis et communiqués présentés par Moussa Coulibaly, juste après la page météo. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente journée à tous sur le RTM. Le temps sur les ondes. Le temps